Merci de m'accueillir à ce webinaire. Donc moi, je vais vous parler d'un projet européen qui s'appelle SONET pour Social Innovation in Energy Transition, donc innovation sociale dans l'énergie, mais on va parler plus particulièrement des coopératives dans le domaine de l'énergie. Il faut que je prenne le rôle d'animateur. Donc notre question principale, c'est de savoir comment ce modèle des coopératives d'énergie se diffuse dans un secteur qui a priori est pas très simple pour des organisations gérées par des bénévoles, par exemple. Donc on se demande qu'est-ce qui fait que ce modèle va arriver à se diffuser ou pas. Et pour ça, on compare la Suisse, la France et l'Allemagne. Donc pour remettre un peu le contexte de manière générale, le projet SONET, c'est un projet européen qui sont liés aux appels à projets de recherche Horizon 2020, qu'on appelle H2020. Et donc le but global du projet, c'est de co-créer, puisqu'on a aussi des partenaires praticiens, une compréhension riche de la diversité des processus, des contributions et des futurs potentiels de l'innovation sociale dans le secteur d'énergie. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que les coopératives seulement. L'innovation sociale, dans ce projet, on le définit comme des idées, des objets, des activités qui vont changer les relations sociales et qui vont entraîner de nouvelles manières de faire, de penser ou d'organiser l'énergie. Donc en l'occurrence, dans les coopératives, on est plutôt dans l'organisation, une nouvelle manière de s'organiser. Plus largement, ce projet, il comporte plusieurs volets, dont ce qu'on appelle des City Labs. Donc on a dans 6 villes européennes des initiatives qui sont entre la recherche et l'action, menées par des municipalités principalement. On a des études de cas. On a fait une sorte de mapping aussi, de cartographie, en essayant de viser très très large pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans ce terme d'innovation sociale dans l'énergie. Et on a aussi des sondages faits sur des échantillons représentatifs de population en Allemagne et en Pologne. Je pense que la traduction en direct. Donc nous, on est plutôt au niveau des études de cas, ici, sur 3 pays. Donc ça, c'est le résultat de notre typologie que vous pouvez voir ici, où en fait, on a pris nos 3 dimensions, faire, penser et organiser l'énergie, et puis différentes grandes catégories de relations sociales qui sont la coopération, l'échange, la compétition et le conflit. Et donc en fait, dans les coopératives, on se retrouve plutôt ici, c'est le faire ensemble, la coopérative. Et pour les coopératives de l'énergie, le principe, c'est d'avoir des citoyens qui vont participer collectivement et être collectivement propriétaires des moyens de production d'énergie renouvelable. Donc pour notre définition, on s'appuie aussi sur les principes coopératifs définis à la fois par la Fédération européenne des coopératives d'énergie et l'Alliance coopérative internationale. Donc les coopératives ont en général des valeurs spécifiques qui sont le souci de la communauté, l'accès libre et ouvert au statut de membre, la gouvernance démocratique et une certaine forme d'autonomie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être complètement dépendant d'un acteur public, par exemple. Donc nous, à partir de ça, on se demande qu'est-ce qui fait que les coopératives et leur champ d'activité, donc le notion de champ en sociologie, c'est quelque chose d'assez imprécis, difficile à définir, mais c'est un peu l'idée qu'on a un réseau d'acteurs avec des frontières plus ou moins floues, plus ou moins poreuses, qui vont eux-mêmes se donner une identité. Donc on se demande, dans le cas des coopératives d'énergie, voilà, comment ça émerge, comment ça se développe, et comment ça s'institutionnalise. Donc quand on dit institutionnaliser, ça veut dire comment ça devient une pratique prise pour acquise, un peu mainstream, si on dit, enfin voilà, populaire, popularisée dans l'esprit collectif, quoi. Donc j'ai une présentation en 2 parties avec d'une part des exemples concrets pour montrer un peu la diversité de à quoi ressemble une coopérative d'énergie, et puis ensuite une comparaison là au niveau national de comment ça se développe dans chaque pays. Donc comme je disais,
On a étudié dans le cadre de ce projet 3 pays, la France, l'Allemagne et la Suisse, avec 2 collègues, donc Benjamin qui est ici pour la Suisse et Jasmine pour l'Allemagne, et moi-même pour la France. Donc à quoi ressemble une coopérative? Alors, il y a des traits communs, en tout cas dans les 3 pays, c'est que en fait, il y avait déjà eu une vague de création de coopératives dans le domaine de l'énergie plutôt au XXe siècle, notamment au moment de l'électrification en milieu rural, où c'était pas forcément rentable pour des gros opérateurs de venir électrifier partout, et donc souvent les agriculteurs se mettaient en commun pour faire des coopératives. Et en fait, on a une réémergence de ce modèle, alors plutôt pour la production. Elles ont des objectifs de décentralisation de la transition énergétique, de la production d'énergie renouvelable, de la participation des citoyens dans le financement, mais surtout dans la gouvernance des projets. Et il y a aussi en général une attention au fait que les bénéfices, notamment financiers, viennent profiter au territoire, ou que ça crée une dynamique locale. Donc comme je disais, ils sont surtout de la production d'énergie renouvelable, principalement le photovoltaïque, du moins au départ. Mais il y en a qui se diversifient vers d'autres activités aussi, notamment la sensibilisation à la transition énergétique et des actions de maîtrise de la demande, par exemple, réduction des consommations, des choses comme ça. Mais principalement la production quand même. Donc en France, je vais vous présenter 2 exemples qui sont des projets un peu pionniers et qui ont pas mal grossi ces derniers temps. Donc le premier, c'est Éolienne en Pays de Vinette. Donc c'est vraiment les tout premiers projets qui a commencé en 2003. Ils ont commencé en 2003, mais leur premier parc a été inauguré presque 10 ans plus tard, en 2014. Donc c'est un projet qui se base sur de l'énergie éolienne. Donc au départ, c'était vraiment des citoyens qui se sont dit ce serait chouette qu'on ait ça chez nous. Donc c'est en Bretagne où il y a du vent, et ils ont peut-être eu vent aussi de modèles de ce qui se faisait à l'étranger, mais ils ont assez vite rencontré beaucoup de freins, trouver un terrain, etc. Déjà c'était pas facile. Et ensuite, quand ils ont commencé à vouloir lever des fonds, ils ont rencontré des freins administratifs parce que l'appel à l'épargne publique en France à ce moment-là n'était pas vraiment autorisé. Donc, ils ont dû faire du bricolage, monter des clubs d'investisseurs, donc une myriade de petits clubs qui allaient mutualiser de l'argent pour mettre ensuite dans une société qui allait pouvoir construire les éoliennes. Donc, ils ont finalement réussi, et puis depuis, ils ont monté d'autres parcs, ils ont fait une société de gestion pour gérer les éoliennes existantes. Et ils ont un modèle en fait avec des sociétés commerciales d'un côté qui reversent leurs bénéfices à une association but non lucratif qui, elle, fait d'autres actions, notamment sur la maîtrise de l'énergie. Donc il y a beaucoup de coopératives qui s'intéressent à la maîtrise de l'énergie, mais qui n'ont pas forcément de modèle économique pour faire ça. Là, grâce aux bénéfices de la production, en fait, ils arrivent à financer d'autres types d'actions. Alors les banques les ont pas aidés beaucoup non plus, mais comme ils étaient à la frontière avec la Belgique, ils ont dû aller chercher les banques belges en fait. Donc côté international les a aidés un petit peu là-dessus. Le deuxième exemple, qui est aussi un pionnier, c'est Enercop, qui est le fournisseur d'énergie coopératif en France. C'est vraiment les seuls à faire ça parce que c'est une activité encore très réglementée et très compliquée à mettre en œuvre. Eux, ils sont nés au moment de la libéralisation du marché de l'électricité, où en fait c'est Greenpeace France qui s'est dit moi je suis anti-nucléaire, donc j'aimerais bien avoir un fournisseur d'énergie vert, et sauf qu'il n'y avait pas grand chose en fait, et donc ils se sont dit c'est quand même dommage, il faudrait qu'il y ait un fournisseur alternatif, et donc comme ça n'existait pas, et ils se sont dit on va le créer. Donc ils ont fait une étude, ils ont réuni des partenaires, etc. Et donc ils ont créé une structure qui a eu des péripéties, des variations liées au prix de l'énergie, qui a eu des fluctuations, qui les a mis en difficulté. Ils ont quand même développé des coopératives locales qui ont essaimé un peu sur tout le territoire. Donc aujourd'hui, c'est un réseau de 11 coopératives. Alors c'est un type de coopérative particulier parce que c'est une coopérative multiparties prenantes, donc avec qui réunit à la fois les consommateurs, les producteurs, les salariés, tout ça. Et aujourd'hui, ils sont plutôt sur une croissance quantitative, même s'ils envisagent d'aller vers de la production et de la maîtrise de la demande, ils restent quand même très axés sur la fourniture. Et voilà, ils sont à 100 000 clients, 200 salariés, donc c'est quand même ça commence à être une grande coopérative.
Ça, c'est pour les exemples français. Alors, les autres exemples, je les connais un peu moins, mais je vais, si besoin, il y aura Benjamin pour les cas suisses, du moins, qui pourra répondre à vos questions. Donc, il y en a une qui vous connaissez peut-être, mais que je ne connaissais pas moi, que j'ai découvert par ce projet, c'est Optima Solar. Donc, qui a démarré, entre autres, grâce à un partenariat avec un fournisseur d'énergie locale qui lui a permis d'avoir des tarifs avantageux. Et qui s'est développé à partir de 2013 pour faire une sorte d'organisation chapeau d'une petite fédération pour mutualiser des services avec d'autres coopératives et qui a commencé aussi à s'engager vers des activités de plaidoyer pour représenter les coopératives d'énergie. Voilà, donc c'est une coopérative qui a aussi rencontré des problématiques liées à l'autoconsommation collective. Ça, je crois que c'est dans tous les pays un peu pareil, c'est quelque chose d'assez compliqué. En France, c'est d'autant plus compliqué qu'on a des valeurs très fortes de péréquation sur le réseau, donc en général, ça plaît pas trop aux gestionnaires de réseau. Mais voilà, visiblement, peut-être qu'on en parlera plus de ce que vous connaissez sur le cas suisse, mais en France, c'est compliqué. Autre exemple que Benjamin nous a communiqué, qui est Richer Energiegenossenschaft, si j'arrive à prononcer l'allemand, qui là était plutôt à l'initiative d'une municipalité qui voulait mener une politique énergétique ambitieuse, mais qui voulait pas forcément gérer elle-même de la production. Donc, elle a lancé une coopérative et lui a donné une subvention de départ pour financer à 50% des installations. Donc, la coopérative, elle est indépendante dans sa gouvernance, mais elle a un soutien de la municipalité. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Il y a aussi des relations constructives avec le fournisseur local, donc ça se passe plutôt bien, même s'il y a des incertitudes sur toujours les questions de rémunération qui restent cruciales quand même sur les coopératives, hein, même s'il n'y a pas d'ambition de retour sur investissement très importante, il faut rester à peu près viable. Ça, c'est assez récurrent pour toutes les coopératives. Ensuite, en Allemagne, donc on peut donner l'exemple de Solix. Là, ça a été initié par un groupe de citoyens qui en fait ont participé à une formation, à un workshop d'un réseau existant de coopératives d'énergie. Donc là, on voit comment ce type de projet peut se répliquer en fait à partir d'organisations intermédiaires qui vont organiser des formations, des choses comme ça, et qui vont diffuser le modèle. Donc eux, ils ont été inspirés par cette formation et donc ils ont décidé de créer leur propre coopérative. Donc au départ, ils étaient 9, ils ont monté un partenariat civil. Donc si je comprends bien, c'est un peu en Allemagne un type d'organisation qui permet de faire à peu près la même chose qu'une coopérative, mais ils se sont transformés en coopérative par la suite parce que c'est plus flexible. Ça permet plus facilement d'admettre des nouveaux membres, d'augmenter le capital, etc. Donc eux aussi, ils ont bénéficié pas mal de soutien de leur municipalité, mais aussi des acteurs existants dans le milieu d'énergie coopérative. Donc ils ont commencé par du photovoltaïque. En général, les projets citoyens, ils commencent par du photovoltaïque parce que c'est plus simple, ça demande moins d'investissement. Donc là, ça a été le cas. Et ensuite, ils se sont diversifiés vers l'énergie et même de la voiture électrique. Donc comme on va le voir après, il y a eu des tendances en termes des politiques énergétiques qui font que le photovoltaïque est devenu moins avantageux avec le temps. Donc ce qui explique aussi pourquoi les coopératives ont eu tendance à se diversifier vers d'autres modèles. Ah oui, j'ai oublié celle-là. Donc, je vais pas essayer de prononcer ça, je vais l'appeler EWS, euh, qui elle, donc c'est encore un autre modèle. On voit bien la diversité de ce qui peut exister. Hein. Quand on dit coopérative, ça recouvre beaucoup de choses. En fait, c'est une très grande société, donc elle qui a déjà 200 employés aussi, autour de 9000 membres, mais qui en fait est très ancienne parce qu'elle a été créée dans les années 90 à partir de mouvements antinucléaires en fait. Donc, dans les années 80, avec Tchernobyl, il y a eu tout un mouvement antinucléaire. Et donc, cette coopérative a été un peu le prolongement de ça.
quand, là aussi, un peu comme Enercop, au moment de la libéralisation du marché de l'énergie en Allemagne en 98, et ben voilà, ces acteurs militants ont voulu créer une alternative à l'énergie nucléaire et de fournir de l'électricité verte. Et donc, en fait, il y a eu une loi en Allemagne qui a simplifié le statut coopératif, et donc cette organisation-là en a profité pour se transformer en coopérative en 2009. Donc, quand on parle de création de coopérative, bah, parfois en fait c'est des transformations d'organisations plus anciennes qui viennent reprendre ce modèle parce qu'il a certains avantages, notamment pour la gestion des membres, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que si j'ai bien compris, en fait, cette coopérative, c'est surtout une holding qui gère très peu elle-même ses activités opérationnelles et qui a en fait des filiales qui gèrent des activités dans le photovoltaïque, l'éolien, l'hydro, la chaleur et le marketing de l'énergie. Donc voilà, c'est encore un autre modèle qui existe. Et je vais laisser place à la discussion. Voilà, je vous ai donné un peu un panorama de ce qui pouvait exister en termes coopératifs, qui, comme vous l'avez vu, est assez divers. Super, merci beaucoup. Moi, j'ai déjà des questions en tête, mais j'attends. Peut-être si quelqu'un a une réaction immédiate. J'ai une question. Oui. Premièrement, tu as dit que les coopératives, il y a des coopératives très anciennes. Donc, il y a des coopératives qui datent déjà qu'est-ce que tu as dit, fin du XXe siècle. Est-ce que tu sais si dans le secteur énergétique, il y a encore des coopératives si anciennes qui existent encore? Ou c'est plutôt un phénomène, deuxième vague, c'est un peu un mot difficile maintenant, mais voilà, comment tu vois le développement historique? Bah, en France, alors je sais pas pour l'Allemagne et la Suisse, peut-être que Benjamin pourra nous en dire plus, mais en France, elles existent encore. Mais alors la loi coopérative en France est assez sectorielle, c'est-à-dire qu'il y a les coopératives agricoles d'un côté, les coopératives de travailleurs de l'autre côté, etc. Et donc en France, les coopératives d'énergie étaient des coopératives agricoles. Et elles existent encore en fait. Elles ont même leur petite fédération, mais elles sont pas du tout en lien avec les nouveaux mouvements de transition énergétique, etc. Alors éventuellement elles s'y intéressent individuellement, mais à ce que je sais, elles sont pas du tout en lien avec les nouvelles. Mais elles existent encore, elles gèrent leurs activités, donc sans doute qu'elles sont plus dans une optique de gestion de leurs infrastructures existantes plutôt que dans une logique proactive de la transition énergétique, etc. Mais voilà, elles existent encore pour certaines, donc voilà, elles coexistent. Oui, oui, non, non. C'était plutôt une reprise d'une idée, une ancienne idée en fait, qui maintenant, les 2 décennies passées, est devenue de nouveau à la mode et qui a bien servi aux besoins voilà, de cette phase-là. Donc c'était la même idée, mais prise peut-être d'une autre perspective. Après, ça revient par d'autres secteurs, c'est-à-dire qu'en France, en fait, la création de Enercop notamment, ou des coopératives d'énergie, en fait, ils sont revenus en s'inspirant aussi du modèle alimentaire des circuits courts, par exemple. Ils se sont dit, hein, il y en a qui parlent de circuits courts alimentaires, bah nous on va faire des circuits courts de l'énergie. Donc en fait, elles sont pas retournées voir ce que faisaient les coopératives au 19e siècle. En fait, elles sont allées voir ce qui se faisait dans le secteur d'à côté, où en France il y avait la nouvelle loi qui a créé ce nouveau statut de société coopérative d'intérêt collectif, donc de société multi-acteurs. Voilà, c'était nouveau, c'était chouette, ça inspirait les gens, et donc ce nouveau statut a été utilisé. Donc c'est toujours un peu détourné la manière dont les idées reviennent, ou parfois c'est par l'étranger, c'est ah tiens les Allemands ils font ça, ou aux Pays-Bas ils font ça. Donc parfois on sait même les acteurs savent même pas en fait que ça existait au 19e siècle, mais ils vont redécouvrir par d'autres biais. Ok. Côté des participants, Jean-François. Oui, bonjour, rebonjour. Je me demandais si vous faites la distinction entre les sociétés coopératives ou les centrales participatives. Les centrales Alors participatives, c'est un ouais, qui sont plus des projets unitaires comme ça. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par participatif, mais en France, en tout cas, je parle de ce que je connais mieux. En France, il y a un débat en fait entre le participatif qui se rapproche plus au mouvement du crowdfunding
qui est vraiment plus sur financement participatif, où les gens n'ont pas forcément une voix dans la gouvernance, et ce qu'on appelle les projets citoyens, où là c'est vraiment une gouvernance démocratique qui est vraiment inscrite comme principe fondamental. Oui, je pensais plus au crowdfunding. Enfin, il y a plusieurs manières de faire le crowdfunding, parce que ça aussi, donc ça se distingue un peu de ce que vous nous avez présenté. C'est un petit peu différent. Donc. La grosse différence, c'est que une coopérative, c'est une personne égale une voix. Donc même si on n'a mis pas beaucoup d'argent, on peut donner son avis sur la manière dont fonctionne la coopérative. Alors que le participatif, ça existe aussi, mais d'ailleurs il y a un peu c'est pas une bataille de définition, mais presque sur est-ce qu'on doit favoriser le participatif ou le citoyen? C'est-à-dire, est-ce que l'important c'est que les gens participent au financement ou est-ce l'important c'est qu'ils soient impliqués dans la gouvernance? Donc ça fait partie des débats autour des coopératives et dans la définition de qu'est-ce qu'on doit favoriser. Donc en France notamment, il y avait dans les dispositifs de financement, il y avait un bonus participatif qui existait dans le financement, dans les tarifs de rachat par exemple, dans les appels d'offres. Et les acteurs coopératifs et citoyens essayent de pousser ça vers un bonus citoyen plutôt qu'un bonus participatif. Donc d'inclure des critères de gouvernance et pas que des critères de crowdfunding pour les appels d'offres. Ça répond à la question. Oui, bah, juste une petite réflexion en passant. J'aime même ces modèles sont intéressants pour la personne qui n'a pas de toit sur lequel mettre ses installations solaires. Ça favorise quand même l'essor du photovoltaïque, disons. Enfin, des énergies renouvelables, généralement, non? Bah oui, typiquement, en général, ces projets, ils utilisent des toits publics en partenariat avec les municipalités, par exemple. Et effectivement, ça permet à n'importe qui de mettre 100 euros ou 1000 euros, enfin autant qu'on veut, selon ses moyens, dans une sorte de petit fonds d'investissement, et on peut participer et agir collectivement pour faire ça. Donc il y en a qui fonctionnent uniquement avec des bénévoles qui vont repérer les toitures, faire les démarches administratives pour installer les panneaux, etc. Ok, stop. Merci. Jean-François, pour toi, c'est bon? Tu as répondu, je pense. Il a coupé son micro alors que ça a bon. Oui, merci beaucoup. Oui. Voilà. Il y a des questions sur la Suisse plus spécifiquement. On a Benjamin, alors pas en français si possible, mais Benjamin peut répondre aux questions. Il a mis son contact, son adresse email dans le chat. Merci Benjamin. Et puis j'avais une deuxième question. Tu as dit que plusieurs fois la libéralisation au niveau européen a donné un boost. Est-ce que pour toi, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais les coopératives remplacent peut-être un peu ces anciennes organisations comme les Stadtwerke, typiquement en Allemagne, ou même en Suisse aussi, vraiment les services industriels très très petits niveau de la municipalité. Est-ce que vraiment cette boost des coopératives, c'est aussi dans ce sens-là que on veut, mais tu as déjà dit, on veut recréer la proximité, c'est un peu d'être directement redevenir, se remettre en lien direct avec l'énergie. Est-ce que ça, je sais pas, tu vois ce lien entre la libéralisation et puis peut-être ce boost vers l'efficacité énergétique, économique, et puis la croissance, la taille des entreprises, donc vraiment cette création des grandes entreprises et cette contre-réaction au niveau des coopératives? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les contextes sont quand même assez différents d'un pays à l'autre. Donc en France, nous, on avait un acteur national public qui est EDF, Électricité de France, avec une grosse part de nucléaire dans son mix énergétique. Alors qu'il me semble, si j'ai bien compris, qu'en Suisse, c'est quand même plus des petits acteurs, notamment sur la distribution de réseau. Donc c'est assez différent, mais c'est clair que les coopératives peuvent pas trop exister quand c'est pas libéralisé, parce que concrètement, elles n'ont pas le droit d'exercer ce type d'activité. Donc en France, l'émergence des NARCOP, par exemple, elle s'est faite parce qu'il y a eu libéralisation sur la fourniture d'énergie. Alors ça a fait débat au début entre les acteurs militants notamment, qui en fait, donc, voilà, c'est des acteurs qui sont plutôt pour le service public, en général, quand on milite pour les coopératives, on n'est pas forcément
très pro compétition, marché, voilà, lucrativité. Donc voilà, c'est pas ces valeurs-là qui sont défendues par ces acteurs. Donc il y avait un peu une ambiguïté au départ en disant mais on n'a pas envie d'avoir des acteurs privés et en même temps on n'a pas envie d'avoir des acteurs nucléaires. Donc bon, comme au final les gens ont pas trop eu le choix, il y a eu la libéralisation, on s'est dit bon bah tant pis, on va prendre l'opportunité pour faire euh, une fourniture d'énergie comme on aimerait l'avoir. Donc oui, il y a ce paradoxe de on veut faire quelque chose qui est pour la communauté, mais on le fait de manière privée. Donc il y a cette ambiguïté-là, mais voilà, qui est liée aux directives européennes qui ont forcé la libéralisation d'un côté. Mais en même temps, ça permet, notamment pour la France, d'avoir un modèle sans nucléaire qui est, même si c'est pas quelque chose que les acteurs revendiquent énormément, parce que justement le discours enfin, le nucléaire reste très légitime comme solution en France pour l'instant. Donc en général, les coopératives mettent plutôt l'accent sur autre chose, comme justement l'impact local positif, voilà, d'autres arguments qui vont faire qu'on va éviter d'empêcher les gens qui sont pas opposés au nucléaire de venir participer, par exemple. Merci. C'est hyper intéressant de voir aussi les différences entre les pays. Ok, je propose on passe en deuxième partie de ta présentation, si tu es d'accord. Mm -hmm. Pas de questions. Alors voilà, à toi pour la deuxième partie. C'est parti. Alors, si j'arrive. Donc, comment ça évolue dans chaque pays? Dans le cadre du projet, on a fait une chronologie pour chaque pays, en fait, pour voir des évolutions réglementaires, du nombre de coopératives créées, etc. Et puis là, pour aujourd'hui, j'ai rajouté des petites fiches sur le rôle des réseaux et des fédérations, en fait, pour chaque pays aussi. Donc en France, je ne sais pas si vous voyez énormément, mais en fait, moi on a découpé en 3 phases à peu près le développement des coopératives en France. Qui en France en général ne s'appelle pas coopérative, s'appelle plutôt projet citoyen de production d'énergie. Donc au départ, on a eu un certain nombre de projets pionniers. Donc par exemple un programme d'échange européen, il y a eu EPV, donc éolienne en Pays de Vilaine que je vous ai présenté juste avant, Enercop aussi que je vous ai présenté, et aussi le premier scénario négawatt qui a un rôle assez important en termes qui va fournir des arguments en fait aux acteurs coopératifs, notamment parce que c'est un acteur qui a produit des scénarios de transition énergétique pour la France. Et c'était vraiment les premiers à faire ça. Et c'est grâce à ça que ça fournit aux acteurs des arguments sur dire, bah voilà, la transition énergétique, c'est ça, c'est la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et la production d'énergie renouvelable. Donc ça a été les premiers jusqu'en années 2007. Et après, il y a eu plus la libération du marché de l'électricité qui a permis la croissance des NERCOP, et en parallèle des tarifs attractifs pour le photovoltaïque notamment, qui a permis le développement des projets. Ça, je vais expliquer tout à l'heure. Après, on commence à voir assez tôt en fait en France l'émergence des acteurs intermédiaires, donc ce qu'on peut appeler des fédérations ou des réseaux, notamment avec un fonds d'investissement énergie partagée que je vous présenterai après. On a aussi l'émergence des centrales villageoises que je vais vous présenter aussi, qui ensuite vont se répliquer. Donc à partir de 2015 à peu près, oui, nous aussi on a une loi en France qui va, donc la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, si je ne m'abuse, si je me rappelle bien du nom. Et puis la COP 21 en France quand même, qui a créé un peu une mobilisation autour du sujet. Donc en fait, à partir de entre 2015 et 2018, on a un peu une phase de boom, comme on peut voir ici sur le nombre de projets créés par an, grâce à d'une part le tarif favorable, les intermédiaires qui vont apporter du support au projet, et puis les pionniers qui font un peu modèle, qui permettent aux autres de trouver un peu d'inspiration. Bon, ce boom, il va s'arrêter assez vite en fait, parce que les tarifs vont décroître, ce qui questionne un peu la viabilité des projets.
mais quand même, les acteurs continuent à se structurer en réseau au niveau national. Et on a une directive européenne sur les communautés énergétiques qui a été votée aussi en 2016 et qui est en cours de transposition en France en fait. Donc ça, c'est le résultat aussi du lobbying fait par les coopératives de l'énergie au niveau européen. Et donc ça, en théorie, ça devrait forcer les États à analyser quels sont les freins rencontrés par les coopératives de l'énergie, qui sont a priori considérés comme un peu désavantagés par essence sur le marché, par leur taille, par leur faible professionnalisation, etc. Donc en théorie, les États vont devoir proposer une définition des communautés énergétiques et essayer de lever les freins qui peuvent leur être posés. Donc concrètement, qui sont les réseaux en France qui vont fédérer un peu tous ces projets? Bah, le principal, c'est l'énergie partagée, donc qui a été créé par les acteurs pionniers en fait très vite quand même. En 2010, ils ont créé Énergie partagée, qui a été un peu qui a été créé par la récupération d'un fonds régional. En fait, il y a des acteurs pionniers qui avaient créé un fonds régional pour financer l'investissement dans l'énergie renouvelable. Et ils se sont rendus compte que il y avait plein de projets qui avaient les mêmes besoins de financement complémentaire. Et donc en fait, ils ont monté ce fonds au niveau national. Ils ont changé le nom, ils en ont fait un outil national. Et à côté de ça, ils ont créé une association qui est plus pour soutenir les projets, faire de la formation, de l'accompagnement, du plaidoyer. Donc Énergie partagée, c'est une organisation qui a un fonctionnement un peu complexe, puisque du coup, leur fonds d'investissement, c'est une société en commandité par action. Alors, je ne sais pas si ça existe en Suisse, mais du coup, les actionnaires ont presque pas de pouvoir, en fait. Ils délèguent la gestion du fonds à une structure, une société qui va gérer ce fonds, qui là est une coopérative aussi. Donc voilà, on a un réseau d'acteurs avec différents statuts juridiques pour s'adapter aux différentes fonctions du réseau, aux différentes fonctions qui sont nécessaires. Donc c'est l'association, en tout cas ce mouvement, à l'intérieur, il y a les projets citoyens, mais aussi ils sont assez proches des réseaux de collectivités publiques, d'associations écologistes et d'organisations de l'économie sociale et solidaire qui sont, puisqu'en France on a des banques coopératives, d'autres types d'organisations, les Biocoop par exemple étaient là aussi un petit peu à la création de ce type de projets citoyens. Donc voilà, il y a tout un peu un mouvement autour de la transition énergétique citoyenne qui existe en France et avec qui Énergie partagée est en lien. Une des spécificités d'énergie partagée, c'est qu'en fait, ils ont vraiment des critères au-delà du statut. Ils ont des critères sur qui peut se définir comme projet citoyen. Donc c'est pas que coopératif, mais ils ont défini un certain nombre de critères qu'il faut satisfaire pour avoir le droit de devenir membre en fait de la fédération. Donc on va le voir, c'est quelque chose qui n'existe pas spécifiquement ailleurs dans des fédérations qui fédèrent juste les coopératives par exemple. Alors, à partir du moment où on a le statut, voilà, c'est validé. Alors qu'eux, ils vont essayer d'évaluer si voilà, les gens sont bien impliqués, s'il y a des réunions publiques pour impliquer les habitants localement, etc. Donc c'est une fédération qui est soutenue par l'Agence nationale de la transition énergétique, l'ADEME, et il y a des réseaux régionaux aussi qui sont parfois soutenus par les régions. Ils sont aussi en train de négocier avec des partenaires privés pour voir comment on peut faire des partenariats entre des projets citoyens et du développement privé plus classique. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu la répartition des projets en France. Donc en général, il y a plus de projets là où il y avait des acteurs pionniers, soit parce que ça fait un effet de modèle, ça fait aussi qu'il y a un réseau qui existe, il y a de l'entraide qui est possible. Donc notamment en Bretagne, en Auvergne-Rhône-Alpes et Languedoc, et puis un peu en côté Alsace aussi. Donc les trois pionniers qui ont fondé le réseau, ils étaient en Alsace, en Rhône-Alpes et en Bretagne. Donc. Et puis on voit aussi qu'il y a des politiques de soutien régionales, comme on a vu aussi pour le photovoltaïque en Suisse. Il y a des politiques régionales qui sont différentes. Alors pas pour les tarifs qui sont nationaux, mais pour des subventions particulières sur les projets citoyens, fléchés sur les projets citoyens. Ça dépend des régions. Voilà. Et donc ils sont en train de couvrir tout le territoire avec des réseaux régionaux.
Voilà pour énergie partagée. Et en parallèle, on a une autre association plus petite qui s'appelle l'association des centrales villageoises. Et eux, alors ça fait écho à ce que disait Jean-Marie Laurent, l'origine de ce modèle, c'était de la réaction face à enfin pas que du démarchage spéculatif, mais aussi un projet à but lucratif qui prend pas forcément attention, qui fait pas forcément attention au paysage, à l'écologie et des choses comme ça. Donc, faut savoir qu'en 2009, il y a eu un peu une période spéculative sur le photovoltaïque parce que les tarifs étaient trop en France. Donc, il y a eu du démarchage très actif, très actif. Et donc, en fait, il y a des acteurs parapublics qui ont réagi en disant, et des citoyens qui ont réagi en disant, nous, on aimerait bien faire ça nous-mêmes, tant qu'à faire. Et donc, en fait, là, ça a vraiment émergé d'acteurs parapublics, donc une agence régionale et les parcs naturels régionaux. Donc, il faut savoir qu'en France, c'est contre-intuitif, mais les parcs naturels régionaux, et c'est pas que de la protection de l'environnement, ils font aussi beaucoup de développement local, de développement économique des territoires, notamment sur des enjeux un peu aux intersections. Et là, ils ont monté un projet, en fait, avec des financements européens pour faire du photovoltaïque qui respecte le paysage. Donc, qui est une approche un peu patrimoniale, etc. Donc en fait, ils ont monté un modèle qu'ils ont appelé centrale villageoise, alors principalement du petit photovoltaïque aussi, mais monté en grappe, c'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs toits sur un même, dans une même ville, dans un même village, et on va les faire en même temps, ce qui fait qu'on peut diminuer un petit peu les coûts, parce que si on les fait tous en même temps, ça permet de faire, voilà, donc ils font des grappes par vague. Et voilà, ils ont des valeurs d'approche territoriale, de gouvernance citoyenne directe, contrairement à énergie partagée où parfois ça peut être indirect, c'est aussi considéré comme citoyen, même si la participation est indirecte. Donc, par exemple, si c'est le fonds énergie partagée qui va investir, on considère quand même que c'est gouverné, dirigé par des citoyens, parce que c'est dirigé par la fédération. Alors qu'eux, ils sont vraiment dans de la participation directe. Et donc ils ont créé ce modèle et puis ça a commencé en Rhône-Alpes et ils ont ensuite créé une association pour faire essaimer le modèle au niveau de toute la France. Donc maintenant il y en a dans toute la France et ils se sont ralliés un peu à énergie partagée, un peu poussés par l'agence régionale, l'agence nationale de la transition énergétique, donc l'ADEME, parce que c'est un peu la chose en France, c'est que vu que c'est un pays très centralisé, quand il y a des réseaux, quand les acteurs publics veulent soutenir un réseau d'acteurs, en général, ils aiment bien avoir un seul interlocuteur, en fait, parce que c'est plus pratique. Et donc on a des réseaux en France, mais les réseaux ont toujours une tête de réseau. Donc les réseaux ne sont pas si plats que ça, parce que pour parler avec le gouvernement, il faut une tête. Donc voilà, il fallait une tête, et donc c'est Énergie Partagée qui fait la tête de réseau. Et donc ils se sont mis à converger aussi pour mutualiser des outils parce qu'ils ont des financements communs en fait pour développer ça. Et les centrales villageoises, c'est un modèle beaucoup moins professionnalisé, où ils sont beaucoup plus sur un modèle bénévole avec de l'entraide, du parrainage entre coopératives, voilà, quelque chose de très basé sur le volontariat, et c'est ceux qui font qui organisent le réseau, etc. Et ils ont un modèle vraiment clé en main avec des statuts types à respecter, donc voilà, quelque chose de très cadré en fait. Contrairement à Énergie Partagée qui aussi expérimente beaucoup plus dans les modèles qu'elle envisage. En Suisse, alors contrairement à la France où il n'y a pas eu ça, en Suisse il y a eu une première vague de création de coopératives au moment de Tchernobyl, là aussi par les mouvements antinucléaires. Donc qui a créé une première vague, mais qui a stagné ensuite jusqu'à 2015 à peu près. Pendant qu'en parallèle, il y avait le gouvernement fédéral qui a pris progressivement plus de compétences sur la gestion de l'énergie. Vous savez sûrement mieux que moi. Mais depuis 2005, il y a une deuxième vague qui cette fois a un discours qui est moins anti-nucléaire et plus sur la transition énergétique.
et qui a pu se développer entre autres notamment grâce à la baisse du coût du photovoltaïque et au soutien général aux énergies renouvelables. Donc on en parlait tout à l'heure là des listes d'attente. On voit qu'il y a une baisse de soutien du renouvelable à partir de 2012, et ce qui entraîne assez mécaniquement une baisse du nombre de nouvelles coopératives qui est créée par an. Donc ça, on l'observe un peu dans tous les pays, c'est qu'il y a une baisse du photovoltaïque, et donc soit obligé de trouver d'autres modèles, soit de faire des plus gros projets, soit de faire d'autres technologies. À partir de 2015, on voit il y a des intermédiaires qui émergent aussi, là, plus de représentation par des fédérations ou des réseaux. En parallèle, il y a aussi les acteurs privés qui commencent à imiter un peu le modèle, notamment avec du modèle participatif. Comme on disait tout à l'heure, ça peut être juste impliquer des citoyens dans le financement. Ça engage pas forcément énormément le développeur qui va faire ça, parce qu'il n'y a pas de changement dans la gouvernance, puisqu'on va juste impliquer du financement citoyen. Donc ça existe aussi en parallèle. Ça existe aussi en France, un peu sur le même modèle. Et donc il y a aussi l'expérimentation qui se fait sur d'autoconsommation, des coopératives d'habitants notamment, qui vont essayer de faire des modèles de production d'énergie. Comme il y a de la baisse de soutien public, on a vu aussi, alors on ne sait pas trop comment ça a émergé, mais il y a une fondation qui s'est mise à soutenir, une fondation privée qui s'est mise à soutenir les projets citoyens, les projets coopératifs. Donc au niveau de la représentation des acteurs intermédiaires, alors contrairement à la France, il n'y a pas, en tout cas du côté suisse-allemande, il n'y a pas de fédération spécifique pour les coopératives. Donc en fait, c'est l'association des producteurs d'énergie indépendants qui va porter un peu ça, mais qui représente pas que les coopératives, qui représente plutôt les fournisseurs d'énergie indépendants de manière générale. Donc ils font quand même du plaidoyer, du soutien technique, administratif, ce qui permet d'avoir quand même une représentation des intérêts des coopératives au niveau national. Mais on a aussi côté Suisse romande une association pour l'énergie citoyenne. Alors ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un transfert depuis le modèle français, un transfert au sein de la communauté linguistique en fait. Et donc l'origine de cette association-là, c'est un travail de recherche, une thèse sur l'énergie citoyenne, donc qui a identifié que contrairement à la France qui avait énergie partagée, qui fédérait les acteurs, il n'y avait pas d'acteurs qui fédéraient, il n'y a pas de réseau côté Suisse romande. Donc ils ont organisé un événement qui a attiré différents projets qui existaient mais qui étaient un peu dispersés. Et donc ils ont rédigé une charte tous ensemble, ils ont créé cette association pour fédérer, visibiliser, sensibiliser au modèle citoyen, faire un peu de plaidoyer aussi et faire du partage d'expérience. Et donc là, on est plus sur un modèle comme on a vu avec énergie partagée, où il y a une charte avec des valeurs à respecter, et pour être membre, il faut respecter ces valeurs-là. Donc il y a un peu ce rôle, en anglais on dit gatekeeping, donc il y a quelqu'un qui garde la porte, quoi, pour rentrer, il faut respecter un certain nombre de principes. Donc là, on retrouve l'ancrage local, l'indépendance, ce qui ressemble au principe coopératif et au projet citoyen, avec un souci, la participation démocratique, mais aussi des critères environnementaux, utilisation sobre des ressources, la non-lucrativité, enfin, un certain nombre de principes comme ça. Côté Allemagne, alors là aussi, on voit que ça commence un peu avec la libéralisation, hein. Où on a les deux facteurs clés qui sont libéralisation et tarifs de soutien. Il y a un peu la même histoire partout, mais aussi parce que les politiques européennes, sans doute, font que les pays font à peu près les mêmes politiques dans le même ordre. Donc il y a eu ces deux conditions-là. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, un amendement à la loi coopérative allemande qui simplifie un peu les choses et qui va permettre aux coopératives d'émerger avec des acteurs pionniers qui vont apparaître à ce moment-là. À partir de 2012 à peu près, non pardon, 2008 d'abord,
2008, c'est un peu le boom, un peu comme en France, où on a là une forte croissance du nombre de projets. Et puis à partir de 2012, une diminution du soutien public. Ça c'est pareil en France aussi, on a un passage des tarifs de soutien un peu systématique à un passage par appel d'offres. Et donc les appels d'offres, tout de suite, c'est plus lourd pour des projets citoyens parce que ça fait de l'administratif. Et donc, bon, pareil, des bénévoles qui gèrent de l'administratif, c'est pas facile. Donc il y a une complexification administrative aussi qui aide pas trop. Et donc c'est à ce moment-là que les intermédiaires émergent aussi en Allemagne. Et donc depuis 2017, c'est un peu une stagnation du nombre de coopératives créées. Alors ça ne veut pas dire que celles qui existent déjà continuent pas à se développer. On n'a pas les. Ce serait intéressant. On s'est dit que ce serait intéressant d'avoir les chiffres plutôt de la capacité installée, voir si ça continue à monter ou si c'est difficile aussi. Mais en tout cas, le processus de diffusion du modèle de création de nouvelles coopératives se met à stagner aussi. Et donc, bah, comme en France et en Suisse, il y a aussi une diversification des modèles pour essayer de trouver des modèles viables dans tout ça. Donc du côté des intermédiaires, alors c'est intéressant parce qu'on a aussi ce dualisme un peu entre des structures qui sont orientées vers l'énergie citoyenne en général, donc qui est quand même plus large que le modèle coopératif. Là, j'assimile un peu les deux, mais en réalité, c'est pas forcément ça. Il y a aussi des associations, des montages complexes, comme j'ai décrit un petit peu. Et donc BBEN, que je vais pas essayer de prononcer non plus, représente plutôt l'énergie citoyenne en Allemagne. Donc c'est une structure nationale qui est née de la convergence d'acteurs régionaux. Et donc ils font principalement du plaidoyer et puis même aussi des études pour évaluer l'impact des projets. Alors c'est quelque chose que Énergie Partagée a fait aussi, par exemple, donc pour appuyer son discours notamment sur la question de l'impact local. Ils ont fait une mesure économique pour dire voilà, 1 euro investi dans une coopérative, c'est 2,5 euros pour le territoire en retombée économique locale, alors que quand c'est un projet privé, lucratif, ben ça, c'est pas garanti. Donc voilà, il y a aussi une travail de construction de connaissances pour défendre le modèle. Il y a aussi d'autres acteurs intermédiaires, donc par exemple Energiewende Jets, si j'ai ça. Voilà. Donc eux, ils font plutôt l'échange d'expériences, de l'accompagnement au développement de nouveaux modèles économiques et de la formation. Il y a aussi en Allemagne une section de la Confédération des coopératives, donc là, qui fédère vraiment que les coopératives. Et donc eux, ils ont été assez actifs aussi au niveau du plaidoyer national et européen. Et puis à côté de ça, il y a un peu comme on a parlé d'Optima Solar, il y a aussi des associations des coopératives de ce type-là qui jouent un peu, qui sont entre la coopérative locale et l'acteur intermédiaire, donc qui vont être un peu des acteurs qui vont accompagner des projets, mutualiser des moyens, etc. Et qui font potentiellement parfois du plaidoyer. Alors pour faire un peu des conclusions de nos résultats, si on compare, on voit quand même que les deux principaux déclencheurs de création de coopératives, en tout cas c'est des conditions qui sont vraiment nécessaires, c'est d'avoir d'une part un modèle économique qui fonctionne à peu près, donc les tarifs de rachat de l'énergie en général sont assez clés pour ça, et un cadre légal favorable. Donc on voit qu'à chaque fois, les lois sur les coopératives, la libéralisation, c'est quelque chose qui est nécessaire. Si on n'a pas le droit de s'organiser en tant que coopérative, ben, c'est compliqué de créer une coopérative. Ou alors faut vraiment travailler et bricoler avec ce qui existe. Ce qui était le cas au début d'ailleurs, quand le cadre légal n'est pas trop favorable. Au niveau plus local, la condition d'émergence des projets, bah, c'est soit du militantisme écologiste, même si souvent, en général, ça apparaît pas forcément dans la communication des coopératives. Ça va être prendre des exemples soit locaux, soit internationaux. Donc, soit ça peut être j'ai entendu parler de ce qui se passe au Danemark ou autre, comme on disait tout à l'heure, ou dans la commune d'à côté, ils l'ont fait, pourquoi pas nous. Dans ce cas-là, souvent, il y a de l'échange d'expérience qui se fait. Mais ça peut être aussi réaction à du contre-exemple, donc quand je disais de l'action privée,
quelque chose qui s'est pas bien passé, voilà, donc ça peut donner lieu à, voilà, on n'a pas envie de ça, mais donc qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre à la place? Et puis côté acteur public, quand il y a des politiques énergétiques locales très proactives, ben forcément ça facilite la création de coopératives. Alors on a été aussi intéressé par le moment d'émergence des acteurs intermédiaires. En fait, on a vu qu'en France, ils apparaissent quand même beaucoup plus tôt que en Allemagne ou en, ou en Suisse, enfin beaucoup plus tôt, un peu plus tôt. Mais en tout cas, c'est souvent au moment où les obstacles sont plus compliqués en fait. Et en France, c'était compliqué dès le départ. Donc en fait, notre hypothèse, c'est de dire que vu que c'était compliqué dès le départ, les acteurs ont été obligés de s'associer dès le départ pour y faire face et essayer de lever ces obstacles. Alors qu'en fait, en Allemagne, en Suisse, au départ, c'était pas, bon, tout ce que j'ai compris, c'était quand même pas trop compliqué, mais il y a une complexification progressive, et donc c'est plutôt vers ces moments-là que, quand il y a des obstacles légaux, administratifs qui se renforcent, que les acteurs vont se fédérer pour essayer de faire porter leur voix et montrer que ces changements-là les impactent. Je ne sais plus ce que je vais vous dire par là, mais en tout cas, on observe une évolution des dispositifs de soutien, donc on change du tarif de rachat vers des appels d'offres. Oui, donc les réseaux de coopératives réagissent à ces changements et ça, au niveau local, ça va faire changer le modèle économique des coopératives. Soit elles vont devoir faire des projets plus gros parce que les plus petits sont moins rentables, soit elles vont se diversifier, essayer vers d'aller d'autres types d'énergie. Il y a, comme je l'ai expliqué, une directive européenne sur les communautés énergétiques. Donc les transpositions sont en cours. Donc voilà, dans la suite de ce qui va être observé, ça va être de voir quel est l'impact de cette loi. Est-ce que ça va être juste la transposition au minimum, ou est-ce que ça va donner lieu à des politiques plus proactives en faveur des modèles coopératifs ou pas? Donc ça, c'est un peu le question en suspens. Et puis, comme je disais tout à l'heure, je trouve assez intéressant cette question de comment ça se diffuse dans les communautés linguistiques. Je pense qu'on en est l'exemple même là aujourd'hui, que voilà, je viens parler en français pour présenter ce qui se passe. Mais donc voilà, ce serait intéressant de voir si est-ce que la partie francophone de la Suisse ressemble plus à la France, ou est-ce que la partie allemande ressemble plus à l'Allemagne. Voilà, une petite question. Et je laisse place à vos questions. Super, merci beaucoup. Question politiquement très difficile. La France, l'Allemagne. Je savais pas que c'était délicat. Non. Non. Est-ce que, côté des participants, est-ce qu'il y a des remarques, des questions? N'hésitez pas. Vous pouvez soit activer votre micro, soit taper dans le chat. Il y a les deux possibilités. On voit que Jean-François il est actif. Non, non, j'ose pas l'écrire. Je voulais dire, c'est tout aussi délicat que la Suisse romande et la Suisse allemande. Bon, c'est un gag. Super. Ok. De toute façon, c'était hyper intéressant de voir aussi les différents développements dans les différents pays. Tout à fait. Ouais, je me pose un peu la question sur le futur. Comment tu vois le futur un peu des coopératifs, peut-être en France, parce que tu connais le mieux. Alors, je suis pas prospectiviste, mais et j'ai pas la réponse, mais ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'il y ait une fédération vraiment axée sur l'énergie citoyenne. Je pense que si c'était juste le modèle coopératif, ça ferait pas la même chose. Et donc, il y a quand même du potentiel d'aller défendre un modèle très spécifique avec des critères. Voilà, le fait qu'ils développent ces critères-là, ça leur donne aussi des arguments précis pour dire, bah, justement, quand ils vont négocier avec la commission de régulation de l'énergie qui gère les appels d'offres, par exemple, leur dire, bah, nous, on veut que le critère pour dire que la gouvernance, elle est citoyenne, ce soit X% de citoyens qui ont X% de voix dans la société. Donc, vous voyez, des choses ils ont des critères assez précis qui, je pense, leur permettent d'argumenter.
Je sais pas si c'est pareil. Je pense pas que ce soit pareil en Suisse actuellement. L'Allemagne, faudrait aller vérifier. Mais voilà, la question de l'avenir, ça va être comment va être transposée ces directives. Faut voir de ce qu'on m'a dit dans les interviews, le modèle n'était pas encore très connu auprès des parlementaires au niveau national, donc bah, c'est pas forcément évident. Il y avait des confusions avec l'autoconsommation collective, par exemple, alors que bon, c'est pas du tout le même, c'est pas du tout la même chose. Enfin, on peut faire les deux en même temps, mais c'est différent. Donc voilà, il y avait des transpositions un peu du copier-coller un peu raté de la directive européenne qui est passée dans la loi. Donc ça se présentait pas forcément très bien. Après, nous en France, on va avoir des élections bientôt, donc ça dépendra aussi de ce qui va se passer à ce moment-là. Euh, voilà. Donc après, oui, malheureusement, la recherche ne dit, on peut faire le bilan de ce qu'on a observé, mais on peut pas prévoir ce qui va se passer. C'est un autre exercice. Ouais, peut-être une dernière question, Jean-Marie Laurent qui pose la question, est-ce que c'est pas l'avenir pour l'éolien, notamment vu l'opposition au projet mené par des grandes sociétés, la Confédération pour la Suisse? Bah, c'est vrai qu'il y a des études qui ont montré qu'en général, quand on associe les gens bien en amont, notamment via des coopératives, bah, l'acceptabilité des projets est meilleure. Donc c'est aussi pour ça que en France, du moins, les développeurs privés commencent à s'intéresser à la question parce qu'ils voient bien qu'il y a des moments où ça fonctionne pas. Donc voilà, un autre avenir possible, c'est ce qu'essaye de faire Énergie Partagée en France, c'est-à-dire faire eux, ils essayent de faire une sorte de charte qui fasse un peu une convention cadre, en fait, pour dire, voilà, quand on veut impliquer des citoyens dans un projet privé, ce serait bien que ça se passe comme ça. Donc ça peut être une avenue possible, parce que l'éolien, c'est quand même très technique, ça prend énormément de temps, donc faut des bénévoles quand même bien accrochés si on veut faire ça en matière bénévole. D'un autre côté, ce que disait Éolienne en Pays de Vilaine, c'est que comme ça prend du temps, bah, c'est aussi un prétexte pour faire de la sensibilisation, impliquer les habitants, voilà, prendre le temps de faire tout ça. Et ça, c'est des choses que les bénévoles motivés peuvent faire très bien. Donc oui, l'éolien, ça peut. Après, bah, faut qu'il y ait du vent. Hein, il n'y a pas du vent partout. Le solaire a quand même l'avantage de pouvoir être réparti un peu partout sur le territoire. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, par contre, ce qu'on observe en France, du côté des développeurs et de la relation avec le privé, c'est le problème de la concentration. C'est-à-dire qu'au départ, autant il y avait des petits développeurs privés qui partageaient un peu les mêmes valeurs que les projets citoyens coopératifs, autant ils ont tendance à se faire racheter par des plus gros, devenir des filiales de Total, Énergie, des choses comme ça. Et donc ça peut freiner aussi parallèlement le développement de partenariats constructifs avec des projets citoyens. Donc il y a un peu ces deux dynamiques-là. Je ne sais pas de quel côté ça va pencher, mais voilà, on va voir. Autre chose, mais je ne sais plus. Cool. Alors, merci. On arrive gentiment à la fin de notre webinaire. À la pause maintenant, voilà. Alors, j'aimerais vous remercier, Adélie et Evelina, qui, je pense, ouais, elle est toujours là. Un grand merci pour vos présentations, pour vos réflexions, pour vraiment avoir partagé votre travail. C'est excellent. Moi, personnellement, j'ai beaucoup profité et puis je pense aussi les participants ont vraiment apprécié vraiment les deux perspectives vraiment suisses et puis après France, Allemagne et comparaison avec la Suisse. Donc, un grand merci et puis voilà, on va continuer à organiser ces séances de cette série d'arrêts d'actualité de la recherche. Il y a aussi autres cours que vous trouvez sur notre site AVS, donc n'hésitez pas à vous informer, vous même à inscrire, il y a toujours la possibilité. Il me reste qu'à dire merci beaucoup à tout le monde, merci pour vos questions, votre participation, et puis à tout bientôt, tout bon, à Adélie, à Evelina, bonne continuation, et puis bientôt, bon après-midi à vous tous. Merci beaucoup. Merci, bon après-midi. Ciao, merci.